C'est l'histoire d'une des organisations criminelles les plus dangereuses qui soit, le cartel de Juárez. Un empire de la drogue bâti sur la corruption, l'intimidation et la violence. Une fois repérés par Interpol, ces barons sont prêts à tout pour disparaître des radars, jusqu'à changer de visage. Vous écoutez Interpol, la guerre des barons, première partie. Cancún, au Mexique. Les touristes affluent du monde entier dans cette célèbre station balnéaire, riche en activités nocturnes. Mais en avril 1993, la mort est au rendez-vous. Rafael Aguilar Guajardo est l'un des plus gros narcotrafiquants du Mexique, et il a beaucoup d'ennemis. Alors qu'il est en train de finir de dîner en compagnie de sa femme, un de ses adversaires se prépare à lui régler son compte. Dehors, il y a Georgianne Affleck et son mari Barry Rosenbaum, qui sont venus passer leur seconde lune de miel à Cancún. Georgianne est enceinte de 2 mois, mais il tenait à faire ce voyage avant la naissance du bébé. Guajardo éloigne sa femme du danger et utilise Georgianne comme bouclier. Le baron de la drogue est tué. Mais il n'est pas la seule victime. Les vacances de rêve du couple américain ont soudain viré au cauchemar. Le temps que les secours arrivent, il est trop tard. La police ne trouve rien d'intéressant sur le lieu du crime. Et les témoins se montrent particulièrement peu bavards. L'enquête s'annonce difficile. Les autorités craignent que ce meurtre ne soit que le premier d'une longue série. Si l'on a affaire à un règlement de compte entre gangs, il est peu probable qu'ils s'en tiennent là. John Imhoff, ex-directeur du bureau d'Interpol aux États-Unis. Il faut arriver à comprendre leur motivation, ce qui nous permettra d'une part de résoudre le crime et d'autre part de savoir comment il fonctionne et qui risque d'être le prochain sur la liste. La police mexicaine commence ses recherches en vue de retrouver l'assassin de Rafael Guajardo. Guajardo était l'homme fort d'une des plus importantes et dangereuses organisations de trafic de drogue, le cartel de Juárez. Avec la mort de Guajardo, c'est tout son cartel qui est fragilisé. Et ses lieutenants vont maintenant se livrer à une lutte à mort pour le pouvoir. John Hensley, agent du service des douanes. L'organisation décapitée, il y a un vide à combler. Et les hommes de main de Guajardo travaillent là-dedans depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qui se passe quand une place est vacante. Ils vont se retrouver en guerre, il y aura des morts. Cette même nuit, la bataille fait rage. Les rues des villes frontalières sont le théâtre d'une terrible violence. 8 lieutenants du cartel de Juárez, fidèles à Guajardo, sont impitoyablement traqués et abattus. Cette prise de pouvoir sanguinaire représente d'énormes enjeux. La livraison de la cocaïne colombienne aux États-Unis rapporte en effet des milliards de dollars au cartel de Juárez. La ville de Juárez, à la frontière nord du Mexique, est séparée d'El Paso, au Texas, par le Rio Grande. Des 2 côtés de la frontière, policiers et douaniers luttent pour endiguer le flot de drogues illicites. À Juárez, la police a recours à des systèmes de surveillance très sophistiqués pour tenter de prendre l'avantage. Et les douaniers d'El Paso ne relâchent pas leurs efforts. Leur cible, ce sont les milliards de dollars en cocaïne colombienne que le cartel de Juárez fait passer chaque année aux États-Unis. Interpol a beau prêter main forte aux autorités respectives, le chef de son bureau au Mexique, Ponce Monson, reconnaît que c'est une bataille perdue d'avance. Aucune institution judiciaire au monde n'a réussi à gagner la partie. Nous sommes en guerre contre les marchands de drogue. Nous essayons de freiner la déferlante de drogue. Mais ce que nous interceptons représente moins de 20% de l'ensemble de la marchandise livrée. Après ce crime, le cartel s'est doté d'un nouveau chef. Reste à la police et au service des douanes à découvrir qui est cet homme.
Ils apprennent par leurs informateurs que celui qui a commandité le meurtre de Guajardo est l'un de ses lieutenants, Amado Carrillo Fuentes. Comme beaucoup d'affaires de grande envergure, le cartel de Juárez est divisé en deux branches. L'une était dirigée par Rafael Guajardo, responsable des transactions. L'autre, par Amado Carrillo Fuentes, qui supervisait les opérations. Mais les deux hommes ne s'entendaient pas. Carrillo Fuentes aurait préféré être seul maître à bord. Amado Carrillo Fuentes est un type très agressif, sans grande éducation. L'agent des douanes, John Hensley, a combattu les narcotrafiquants pendant 30 ans. Fuentes ne devait son succès qu'à sa nature impitoyable. Carrillo Fuentes était encore adolescent lorsqu'il a rejoint le cartel. Au fil des années, la police a pu se familiariser avec ses méthodes sanguinaires pour assouvir sa soif de pouvoir. Mais malgré sa réputation de tueur, les autorités n'ont jamais réussi jusqu'à présent à l'inculper de meurtre. Espérant cette fois-ci trouver quelque chose qui le relie à la mort de Guajardo, la police place toutes ses résidences sous surveillance. Une fois Guajardo éliminé, Carrillo Fuentes continue à se remplir les poches en assurant, pour le compte du célèbre cartel de Medellín, le transport des cargaisons de cocaïne en provenance de Colombie et destinée aux États-Unis. La marchandise est le plus souvent camouflée à l'intérieur des tableaux de bord creux ou dans des compartiments invisibles de voitures spécialement trafiquées à cet effet. En paiement de ces services, Carrillo Fuentes reçoit des sommes colossales des Colombiens. Mais ceux-ci veulent accroître encore davantage leurs profits et lui proposent alors une autre forme de rétribution. Les Colombiens ont considéré que ça leur reviendrait moins cher de payer le cartel de Juárez en nature. Ils ont donc commencé à leur donner des centaines et des centaines de kilos de cocaïne en échange du passage de la marchandise. Par rapport au paiement en espèces, ils pensaient faire là une bonne affaire. Mais ils se trompaient cruellement. Résultat, ils ont fait d'Amado Carrillo Fuentes un nouveau baron du trafic de cocaïne. À présent, Carrillo Fuentes fait passer aux États-Unis sa propre cocaïne et se pose en concurrent direct du cartel de Medellín sur le marché de la drogue. Les Colombiens tentent de l'en décourager, mais Fuentes leur tient tête. Les Colombiens l'ont menacé de stopper les livraisons de cocaïne tant qu'il ne se retirerait pas de la compétition. Et sa réponse a été, dans ce cas, votre drogue ne transitera plus par le Mexique. Et comme on contrôle aussi les organisations urbaines aux États-Unis, ils ne s'approvisionneront plus chez vous, mais uniquement chez nous. En prévision de ce changement, Carrillo Fuentes se tourne vers d'autres cartels concurrents. Il peut désormais se passer du cartel de Medellín. Celui-ci s'en rend compte et finit par accéder à sa demande. Il deviendra son partenaire. Cette victoire assure à Carrillo Fuentes la mainmise sur le trafic de cocaïne dans presque tous les États-Unis. En fait, le cartel de Juárez contrôlait tout, du début à la fin. Les plantations de coca en Colombie, les laboratoires au Mexique et le marché dans les rues de Los Angeles et New York. Mais les énormes profits récoltés par le cartel ont au fait d'engendrer des remous dans les milieux liés à la drogue des villes frontalières du Mexique. Les autorités, parfois, ferment les yeux et laissent faire. En fait, le moteur de l'organisation de Carrillo Fuentes, c'est la corruption. Les policiers mexicains n'ont jamais été bien rémunérés. Ils n'ont pas de bagage professionnel. Et ils ont fini par assimiler les pots de vin à une pratique coutumière. Alors ils se disent, puisqu'on en accepte pour les contraventions, pourquoi ne pas en accepter aussi pour une affaire de drogue ? À tous ceux susceptibles de les aider, Carrillo Fuentes et ses hommes font une seule et même offre, aussi simple que terrifiante. Des pesos ou 2 balles dans la tête. Autrement dit, ils ne peuvent qu'accepter son argent ou mourir. Le gang se montre également très généreux avec des gens haut placés du gouvernement. Certains fonctionnaires percevant jusqu'à $1,5 million par mois en dessous de table. Cependant, tous ne se laissent pas intimider par les menaces. Un matin de novembre 1994, le commandant de police José Refugio Rubalcava dit au revoir à sa femme et part au travail. Rubalcava est un réformateur qui s'efforce d'assainir les services de police et n'hésite pas pour ce faire à renvoyer des dizaines d'agents corrompus.
Sa seule règle, refuser toute collaboration avec les barons de la drogue. Mais ce jour-là, les membres du cartel l'attendent. On retrouvera son corps quelques jours plus tard dans le coffre d'une voiture, les poumons perforés par un couteau. Lorsqu'un homme chargé de faire respecter la loi se fait descendre, cela affecte toute la profession. Dans ce métier, il y a beaucoup de risques, beaucoup de menaces. Mais c'est votre boulot et vous devez le faire. Tout le monde a peur dans la vie. Et reculer, c'est être lâche. Alors je fais un pas de plus en avant et je monte au front. C'est comme ça. En août 1993, les services de douane américains et la police du Mexique apprennent qu'une énorme quantité de drogue vient d'être interceptée. Lors d'une fouille de routine, les officiers de la marine mexicaine ont découvert 9 tonnes de cocaïne à bord d'un cargo. Ce chargement, à destination des États-Unis, est estimé à plus de 20 millions de dollars. Selon l'agent d'Interpol Ponce Edmondson, c'est le genre de prise qui fragilise les cartels de la drogue. Quand ils perdent une cargaison de cocaïne, ils n'ont pas toujours de quoi payer le fournisseur. Les Colombiens peuvent alors très bien venir les voir et leur dire « Hé les gars, on veut notre fric ». C'est donc un fiasco pour eux et un bon point pour les services chargés de faire respecter la loi. Le mot « fiasco » parvient très vite aux oreilles des partenaires colombiens de Carrillo Fuentes. Ils sont fous de rage d'avoir perdu une telle quantité de cocaïne et tiennent Fuentes pour responsable. Si une telle chose a pu se produire, c'est certainement que le contrôle de son organisation lui échappe. La justice mafieuse colombienne s'exerce alors sous sa forme habituelle, ordre est donné de supprimer Fuentes. Et le 24 novembre 1993, dans un restaurant de Mexico, les Colombiens passent à l'action. Leur intervention aura des conséquences aussi imprévues que terrifiantes. C'est un miracle que Carrillo Fuentes en ait réchappé. Il ne doit sa survie qu'au courage de l'un de ses gardes du corps qui, au péril de sa vie, l'a précipité vers la sortie avec sa femme et l'a poussé dans une voiture blindée. Il semblerait que le garde du corps en question soit Alcides Ramon Magana, un ex-policier devenu gangster. Sa petite taille lui vaut le surnom d'El Metro, ou le maître. Il avait un certain pouvoir et de l'influence, mais restait dans l'ombre. C'est pour cela qu'on ne l'a jamais considéré comme une des pièces maîtresses du cartel. À présent, les choses vont changer. Pour le remercier de son acte héroïque, Carrillo Fuentes fait d'El Metro son bras droit et lui donne tout pouvoir sur le territoire juteux de Cancún. Le trafic de drogue de la célèbre ville balnéaire passe donc sous son contrôle. Celui que l'on dit être l'âme damnée de Fuentes a la réputation de diriger les affaires d'une poigne de fer. Les enquêteurs intensifient leurs efforts pour tenter de lui mettre la main dessus. Le service des douanes américains apprend par des informateurs qu'El Metro utiliserait des semi-remorques pour passer la drogue aux États-Unis et rapporter l'argent au pays. Mais comment détecter ces camions parmi les 16 millions de véhicules qui transitent chaque année par Juárez? Les chances d'y parvenir paraissent plutôt minces. Cependant, le travail acharné des douaniers américains et des policiers mexicains commence à porter ses fruits. L'agent des douanes, John Hensley. Un jour, à El Paso, nos inspecteurs ont saisi plus de 10 millions de dollars cachés dans un camion réfrigéré. Je pense que ça leur a porté un sacré coup. Chaque succès remporté permet aux douanes de collecter des informations et de renforcer la pression. On a exercé une forte pression sur les cartels mexicains. On transmettait nos informations à Juan Miguel Ponce et les gens d'Interpol avec qui on collaborait. Ils se sont alors mis à étudier avec attention le moyen le plus efficace d'attaquer le cartel de Juárez. Les services de renseignement commencent à nuire au cartel. Interpol et les agents de la brigade des stupéfiants au Mexique interceptent d'énormes quantités de drogue, d'armes et de liquidités.
Quand les Mexicains ont lancé des opérations coup de poing et saisi leurs biens, le cartel de Juárez a vraiment commencé à trembler sur sa base. Alors que la pression à la frontière s'intensifie et entame les profits du cartel, Carrillo Fuentes et El Metro décident de changer de tactique. Ils expédient la marchandise par avion. Une fois de plus, les informateurs font du bon travail. Le service des douanes américain est mis au courant de la nouvelle stratégie du baron de la drogue et suit tous ses déplacements. Ces cargaisons de drogue sont une proie facile pour les avions d'observation des douanes. Quand les avions de Carrillo Fuentes se posent aux États-Unis, les agents de l'administration sont souvent là pour les accueillir. Mais malgré cela, les 5 milliards de dollars en marchandises saisies chaque année ne représentent qu'une minuscule part du marché. Les villes américaines sont toujours inondées des drogues livrées par le cartel de Juárez. Fuentes était à la tête d'une des plus grosses organisations de trafic de drogue qu'on ait jamais connues. Carrillo Fuentes ne se laisse pas démonter par ce nouveau fiasco avec ses avions et change encore de stratégie. Ils ont acheté des plus gros avions qui étaient à l'état d'épave. C'était de très vieux appareils, des avions de fret ou des longs courriers de compagnies aériennes. Comme personne ne tenait de compte, ils n'avaient aucun mal à se les procurer. Ils les payaient 50 000 $, et tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils puissent effectuer encore au moins un vol. Cela n'avait aucune importance qu'ils s'écrasent ensuite sur n'importe quelle plage ou dans le désert, puisqu'ils avaient amené à bon port 10 ou 12 tonnes de cocaïne. Le baron de la drogue réussit ainsi à tromper la vigilance des douaniers. Ce n'était pas a priori ce que l'on recherchait. Ils ressemblaient aux autres avions de commerce. Ils empruntaient les mêmes routes et volaient aux mêmes altitudes. Les gros avions permettent au cartel d'engendrer d'énormes profits. Amado Carrillo Fuentes est devenu un homme extrêmement riche et puissant. Fuentes présentait tous les signes extérieurs de richesse d'un baron de la drogue. Vêtements de luxe, jolies femmes, résidences et jets privés. S'il possède pas moins de 54 somptueuses demeures au Mexique, il connaît aussi des problèmes à la hauteur de sa richesse. Carrillo Fuentes ne sait plus où cacher ces montagnes d'argent que lui rapporte son trafic de drogue. Et c'est peut-être là le point faible du cartel. Il lui faut trouver le moyen de blanchir l'argent. Le service des douanes américains et Interpol vont l'aider à résoudre ce problème. Avec l'aide du bureau d'Interpol au Mexique, nous avons entrepris de répertorier ces biens afin de pouvoir les saisir et identifier les personnes susceptibles d'être arrêtées et poursuivies. Ils mettent au point leur propre système de blanchiment d'argent. Ce sera l'opération Casablanca, un coup monté destiné à déstabiliser un seul et unique client. Le cartel de Juárez devait blanchir son argent. Nous avons commencé à faire circuler dans le système bancaire des millions de dollars leur appartenant. L'opération Casablanca est un succès. La brigade des stupéfiants dépose plusieurs actes d'accusation et commence à enquêter sur les activités financières de Carrillo Fuentes aux États-Unis. Selon l'agent d'Interpol Ponce Monson, les investigations portent un sérieux coup au cartel. Si vous stoppez le blanchiment d'argent, ils sont ruinés. Parce que c'est ça le moteur, la locomotive de toute l'organisation. Le nœud se resserre. Les enquêteurs ont à présent assez d'éléments pour arrêter les membres du cartel mis en accusation. Les autorités mexicaines, et tout particulièrement Juan Miguel Ponce, ont alors commencé à appréhender ceux pour lesquels il y avait déjà un mandat d'arrêt en cours au Mexique. Les enquêteurs se rapprochent enfin de leur cible, Carrillo Fuentes. Fuentes ne pouvait pas continuer comme ça. La pression était trop forte. Mais à vouloir trop bien faire, il y avait trop de gros titres dans les journaux, trop de chefs d'inculpation aux États-Unis. Il fallait absolument qu'il disparaisse avant d'être pris. Au moment où les enquêteurs pensent être à deux doigts de l'arrêter, il s'évanouit dans la nature.
Un homme aussi riche que Carrillo Fuentes peut se cacher n'importe où dans le monde. Il n'y a qu'une organisation capable de le retrouver, Interpol. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Mike Sinclair. Il a été réalisé par Bertrand Morin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.